Bon, on reprend, c'est bon? allons-y. Alors, deuxième présentation de l'après-midi, Gislain. Ouais, je suis un peu grand pour ça, donc je vais tenir mes dans des conditions matérielles un peu spécifiques. Voilà. Mais on espère que la loi du déterminisme implacable ne s'appliquera pas et que donc tu pourras quand même faire quelque chose à ton goût. Donc, sur la doctrine bernardienne du déterminisme, l'invention d'un kantisme physiologiste, point d'interrogation. Donc là, le titre a changé. Hein, voilà. Donc, le nouveau titre, Claude Bernard était-il téléomécaniste? Ouais, bon, d'abord, hein, j'aimerais vous remercier Vincent pour l'organisation montréalaise. Je remercie aussi Laurent qui pilote ce projet depuis le début. Projet Claude Bernard, qui on commence à avoir une certaine confrérie, on commence à discuter de débats très ésotériques entre nous. Donc, ouais, c'est ça, donc c'est super. Donc oui, j'ai changé mon titre. En fait, c'est un peu Laurent qui m'a donné l'idée. Donc l'été dernier, lors de la semaine de travail sur Claude Bernard à Treil, donc Caroline et moi, nous avions défendu la thèse selon laquelle la doctrine bernardienne du déterminisme était une sorte de kantisme physiologique. Et là, Laurent m'avait demandé si on peut considérer, en référence à la thèse formulée par l'incontournable ouvrage de Timothée Lenoir, The Strategy of Life, que Claude Bernard était un téléomécaniste. J'ai spontanément discrédité cette catégorie même de Lenoir en relevant quelques-uns des problèmes fréquemment relevés par ses détracteurs, mais j'ai aussitôt écrit à Laurent pour lui exprimer mon insatisfaction quant à la réponse que je lui avais donnée cette journée-là. Donc, j'ai l'intention aujourd'hui de creuser davantage la question avec tout le sérieux qu'elle mérite. Donc, deux parties. Donc, on va d'abord s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par téléomécanisme, qu'est-ce que c'est qu'être ou non téléomécaniste. Et ensuite, je vais démontrer que Bernard était plus en accord avec les principes biologiques de Kant que bien des présumés téléomécanistes. Donc, d'abord, la thèse de Lenoir, donc la première option disons, d'acception, ça va être finalement autour de ce que je vais appeler la thèse forte de Lenoir. Donc, c'est probablement une des thèses les plus influentes et controversées de l'historiographie biologique. Et donc, sa version forte serait qu'un programme de recherche kantien aurait dominé les sciences biologiques en Allemagne du tournant du 19e siècle jusqu'aux années 1860. Donc, voici sa formulation par Lenoir. Donc, several persons contributed to the teleomechanist approach to life sciences. But in terms of Lakatos categories, its hardcore was stated by Immanuel Kant in his critique of judgment. Donc, Lenoir reprend ici intégralement la notion de programme de recherche d'Imre Lakatos et celle de noyau dur ou hardcore qui lui est associée. Selon Lakatos, un programme de recherche est caractérisé par un noyau de présupposés métaphysiques et méthodologiques qui se trouve à l'abri de toute réfutation critique et falsification empirique et guide ainsi l'élaboration de théories et de modèles auxiliaires malléables dont la fonction est de mieux rendre compte des phénomènes que les programmes concurrents. Donc, de Johann Friedrich Blumenbach à Hans Strich, en passant par Theodor Schwann, Johannes Müller, Karl von Baer, Justus von Liebig, Rudolf Virchow, Hermann Lotze et Rudolf Leuckart, pour ne nommer que ceux-là. Donc, des chercheurs provenant de disciplines fort diverses auraient contribué à un programme biologique téléomécaniste, c'est-à-dire qui a pour principe le contenu même de la troisième critique de Kant. Donc, ces problèmes, il y a des problèmes à cette thèse. Donc, cette version forte de la thèse téléomécaniste a été maintes fois critiquée par de nombreux historiens, dont Kenneth Caneva, Robert Richards, John Zamito et aussi François Duché. Donc, la principale pierre d'achoppement de la reconstruction rationnelle de Lenoir tient sans doute à l'usage constitutif du principe téléologique chez les principaux représentants de la présumée approche téléomécaniste. Pour Blumenbach, Müller ou encore von Baer, la force vitale ou tendance formatrice en Bildungstrieb désigne l'activité déterminante de l'organisme et excède ainsi
la fonction régulatrice heuristique dans laquelle Kant l'avait cantonnée. D'autres, comme Andreas Gambarotto et Charles Wolff, ont condamné l'agenda même de Lenoir qui consisterait à opposer le romantisme de la naturphilosophie et le vitalisme en général, qui porteraient tous deux le bonnet d'âme de la pseudoscience, à une biologie positive qui serait construite à l'abri de la spéculation dogmatique grâce au rempart de la philosophie kantienne. Ce récit, qui est attribué à Lenoir, est fortement mis à mal aujourd'hui. Selon Gambarotto, par exemple, le projet même d'une science biologique, par exemple chez Gottfried Reinhold Treviranus, naît non seulement de la matrice de la philosophie naturelle, mais se justifie par l'existence de forces vitales irréductibles à la matière brute, idée largement diffusée à partir du discours de Killmayer de 1793, force donc qui serait distribuée rationnellement dans la nature vivante. Donc, à ce stade, la critique kantienne des conditions rationnelles du savoir des corps organisés serait anti-biologique car anti-vitaliste. Selon Kant, la deuxième loi de la mécanique dite de l'inertie, comme l'avait appelé Philippe Huttmann au colloque de François, donc inertie qui veut dire absence de vie, interdit en effet toute détermination interne d'une substance matérielle. L'illusoïsme, c'est-à-dire la théorie de la matière vivante, serait le contraire de cette loi et par suite la mort de toute philosophie de la nature, nous dit Kant. Bon, antivitaliste, du moins si on s'en tient à la critique de la faculté de juger téléologique ou aux principes métaphysiques, car Philippe, à ton colloque, semblait soutenir qu'en se fiant à d'autres textes, on pourrait concevoir une sorte de vitalisme psychologique chez Kant, mais ça, on va le garder en suspens. Donc, on peut donc, selon moi, écarter cette thèse forte. Un tel programme kantien n'a probablement jamais existé et comme le dénonce Kenneth Caneva, Lenoir confond probablement ici ces catégories avec la réalité historique. Il est aussi clair que si nous avons retenu cette thèse fortement restrictive en l'occurrence, il est clair qu'on n'aurait pas pu considérer Claude Bernard comme un téléomécaniste. Bernard n'a probablement jamais lu la critique de la faculté de juger. Et comme le mentionne Niels Roel Hansen en 1977 dans son article sur Kant et Bernard, Bernard avait une représentation assez cliché de la philosophie de Kant, et il le peint d'ailleurs comme un vitaliste. Et donc, il aurait probablement une connaissance assez superficielle, voire nulle, de ses œuvres. S'il a adhéré à certains principes clés de la philosophie kantienne, de la critique kantienne, ce serait de manière plus ou moins inconsciente et grâce au contact de philosophes français, donc je pense notamment à Auguste Comte, mais aussi et surtout à Paul Janet, à Marie Caro, peut-être à Charles Renouvier, ou encore à des zoologistes comme Georges Cuvier, Johannes Müller et d'autres scientifiques philosophiquement éclairés. Donc, une fois que cette thèse est écartée, allons-y avec, disons, l'acception inclusive du téléomécanisme. Donc, à l'autre bout du spectre, le téléomécanisme serait avant tout une approche épistémologique abstraite de tout programme de recherche particulier. En biologie, cette approche serait caractérisée par une articulation programmée des rationalités finalistes et mécanistes, selon laquelle, d'abord, l'explication mécanique d'un phénomène, c'est-à-dire la décomposition analytique et la recomposition synthétique d'un tout en ses parties, est plus ou moins privilégiée. Et deuxièmement, une valeur épistémique est reconnue à l'explication fonctionnelle en vertu d'une finalité ou adaptabilité des organismes ou encore d'autres individus biologiques et ou d'une valeur heuristique du jugement téléologique. On peut considérer qu'un pan important de la philosophie de la biologie contemporaine qui interroge le statut de la téléologie en biologie en relation avec la théorie des fonctions aborde la question de cette articulation. Quoi qu'il en soit, cette acception du téléomécanisme est très inclusive et ce caractère englobant constitue à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force, car elle semble saisir un caractère sinon spécifique, du moins caractéristique d'un mode de raisonnement privilégié en biologie, raisonnement adapté à son objet de recherche, c'est-à-dire le vivant, lui-même essentiellement adaptatif, fonctionnel,
et certains diront même téléodirigée. Sa faiblesse, car elle n'a plus grand-chose à voir avec la thèse originale de Lenoir. Selon ce dernier, le darwinisme et le succès de la physiologie réductionniste avaient signé la mort du téléomécanisme. Or, selon cette acception inclusive, le téléomécanisme survit très bien au darwinisme. On peut même reconnaître, avec Willem Roux et Edward von Hartmann, que la théorie darwinienne ne signifie pas la négation de la finalité organique, mais sa naturalisation et donc son entrée dans le domaine objectif constitutif des êtres vivants. Roux défendra ainsi dans la lutte des partis dans l'organisme de 1881 qu'à défaut d'être de nature téléologique, c'est-à-dire le produit d'un dessein intentionnel, l'organisme reste finalitaire, zweckmäßig, susceptible d'adaptation fonctionnelle. Même le darwinien et moniste Ernst Haeckel, celui qui reprochait à Kant d'avoir érigé un vicieux anthropomorphisme en maxime régulatrice, est convaincu par Roux et proclamera dans la 8e édition de la création naturelle des êtres organisés que de cela, donc l'influence tropique des stimuli fonctionnels, ressort clairement comme la plus haute perfection concevable de l'organisation, peut être produite directement par l'activité vitale des organismes eux-mêmes en tant que mécanique téléologique qui n'implique aucun but conscient ou prétendu plan d'organisation. Donc, ainsi conçu, le téléomécanisme se prolonge dans le 20e siècle avec la synthèse moderne et le concept de téléonomie, avec la biologie moléculaire et ses modèles cybernétiques, etc. Donc, il est, en ce sens, on peut effectivement considérer que Bernard était tout à fait téléomécaniste, mais nous y reviendrons. Donc, troisième et dernière acception que je propose, l'acception néocritique. Donc, la thèse de Lenoir devient plus crédible historiquement pour la période à partir des années 1840, où l'on assiste en Allemagne, mais aussi ailleurs, à l'adhésion à un courant néocriticiste chez les naturalistes dits philosophiquement éclairés. Donc, appuyé par les projets de la physiologie réductionniste, Hermann von Helmholtz réfute le vitalisme substantiel par sa théorie de la conservation de la force. En tant que produit d'un système thermodynamique, l'activité organique est réductible aux forces que l'on retrouve dans la nature inorganique. Mais si des naturalistes éclairés comme Virchow voulaient éviter les excès spéculatifs de la naturphilosophie, ils voyaient aussi dans le matérialisme dit vulgaire une posture tout autant dogmatique et anti-scientifique, bref, un ersatz philosophique pour les naturalistes de bon marché. Allié de la science par son usage prudent et critique de la raison, l'idéalisme critique fait figure de rigueur philosophique. À l'instar de Kant, le médecin et philosophe Hermann Lotze critiquera aussi le concept de force vitale dans son célèbre article Leben und Lebenskraft de 1842, mais à partir d'un idéalisme critique renouvelé qui formera des générations de morphologistes. Ce n'est donc pas un hasard si Caneva considère que l'analyse de la morphologie fonctionnelle, le troisième et dernier stade du programme téléomécaniste selon Lenoir, comme étant la partie la plus féconde de l'ouvrage du controversé historien. Nous avons en effet ici, nous dit Caneva, un programme qui reconnaît le besoin d'un cadre téléologique, mais qui évacue complètement les forces vitales ou développementales. Donc, si on adhère à l'idée qu'il y aurait un courant téléomécaniste de type néocritique qui s'impose dans la biologie de la deuxième moitié du 19e siècle, son principe régulateur serait le suivant. Les explications mécaniques devraient être menées le plus loin possible, bien qu'au niveau le plus élevé, c'est-à-dire l'explication de l'origine même de l'organisation, les principes du mécanisme ne sont pas applicables. Ce principe, il est reformulé par Caneva. L'organisation est le point de départ de toute recherche biologique et pour laquelle aucune explication mécanique ou matérielle ne peut être énoncée. Dans ces deux formulations, le principe semble en effet historiquement fondé, car il réunit à la fois le combat de légitimité des morphologistes fonctionnels comme Rudolf Lurkart
contre l'école réductionniste de physiologie de Carl Ludwig, mais aussi des biologistes critiques de Darwin et de la morphologie évolutionnaire, comme Carl von Baer, Albert von Kolker, Virchow, Hans Driesch, Gustav Wolff, etc., etc. Donc, il va sans dire que même s'il n'est pas situé outre-Rhin, le programme de Claude Bernard possède une visée critique, non par ses ambitions philosophiques, mais strictement scientifiques. Et c'est pour mieux circonscrire le champ théorique et méthodologique de la physiologie, et donc pour le distinguer du domaine dogmatique ou systématique d'une part, et des autres sciences d'autre part, que Bernard aborde directement des questions métaphysiques et donc des problèmes philosophiques sur les limites et les moyens de notre connaissance. En tant que biologiste philosophiquement éclairé, il s'accorde avec des gens comme Virchow sur le fait que la physiologie n'est ni matérialiste ni vitaliste. Pour Bernard, c'est la doctrine du déterminisme qui est elle-même fondée sur un ensemble de principes épistémologiques et méthodologiques qui conditionnent rationnellement et techniquement la production du savoir physiologique. Alors que les morphologistes fonctionnels et typologiques allemands comptaient défendre, sur la base d'un idéalisme critique, leurs prétentions positives contre la physiologie réductionniste et la morphologie évolutionnaire, Bernard instaure la physiologie contre des programmes réductionnistes de chimie organique, de Dumas par exemple, et aussi fait face aux prétentions positives des sciences morphologiques elles-mêmes, particulièrement celles qui considèrent que l'expérimentation ne peut que casser l'harmonie fonctionnelle intime entre les parties de l'organisme et qu'il s'agit donc d'une méthode stérile. L'harmonie vitale d'organisation n'est pas niée par Bernard, elle sera même, en un sens, érigée en fait d'observation, mais l'expérimentateur, par des moyens rationnels et techniques raffinés, est en mesure d'en appréhender les rouages en provoquant une disharmonie subtile. Il est clair que si la physiologie adopte la méthode expérimentale commune aux sciences physico-chimiques, son objet, l'organisation vitale, est spécial tout autant que ses lois. Le principe téléomécaniste est donc, par la même occasion, un principe bernardien. L'organisation est le point de départ de toute recherche biologique et pour laquelle aucune explication mécanique ou matérielle ne peut être énoncée. Donc, pour creuser un peu plus la question, je voudrais comparer avec vous, et je vais peut-être passer directement, on est à... Est-ce que j'ai... D'accord, ça fait un quart d'heure que tu parles. Un quart d'heure? C'est pas si mal quand même. OK. Donc, pour creuser un peu la question, donc, disons les principes directeurs qu'on peut associer à la critique kantienne des conditions rationnelles du savoir en biologie, eh bien, sont énoncés ici. J'en ai retenu 4. Donc, toute connaissance empirique consiste en l'explication mécanique des phénomènes. L'origine des organismes et de leur finalité est mécaniquement inexplicable. Le jugement théologique guide l'analyse causale des organismes en vertu d'un statut strictement subjectif. Et le développement des organismes est mécaniquement inexplicable. Ici, un point d'interrogation. La question est un peu complexe, mais en gros, il y a effectivement, Kant semble effectivement dire qu'on ne peut appréhender le développement qu'avec une sorte de force régulatrice, un Bildungskraft, mais en même temps, il propose une méthode d'analyse basée sur une sorte de préformationnisme des dispositions dans le germe et qui finalement serait susceptible de mener à des découvertes à ce niveau-là. Mais bon, donc restons-en ici pour l'instant. Je vais comparer à Lotze d'abord parce que Lotze reste une figure philosophiquement importante pour le néocriticisme tel qu'il s'élabore dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et on voit qu'il y a effectivement des points de convergence importants avec Kant, mais aussi des points de divergence, particulièrement sur le jugement téléologique et sa valeur objective. Et peut-être pour
rendre plus explicite la différence entre Kant et Lotze sur cette question. Lotze considère qu'il n'y a aucune antinomie entre la théologie et le mécanisme. En fait, que c'est un faux problème, d'une certaine manière, parce que ce sont deux types de rationalité distinctes, deux manières d'aborder les phénomènes de manière distincte. Il n'y a aucun conflit entre les deux. Lorsqu'il y a un conflit, c'est un mauvais usage de la raison, tout simplement. Donc, lorsqu'on applique le mécanisme, on analyse, évidemment, en termes de cause et d'effet. Et lorsque l'on applique la rationalité théologique, c'est en termes de moyens et de fins, tout simplement. Et donc, ces moyens-là sont forcément mécaniques. Et donc, c'est la raison pour laquelle le développement, il est pour lui clairement mécaniquement explicable. C'est-à-dire, même si on n'a pas accès à l'origine comme telle du germe, mais aux causes finales, d'une certaine manière, eh bien, on a quand même accès à une analyse du germe, du développement en termes de processus physico-chimiques. On ne voit pas pourquoi il y aurait des limites à ce niveau-là. C'est aussi intéressant de voir que le fait d'identifier une sorte de structure législative et d'identifier aux finalités de la nature fait en sorte que, justement, on développe parallèlement à une science de la nature, une sorte d'herméneutique de la nature, un peu l'équivalent chez Kant de la distinction entre Naturlehre et Naturwissenschaft, et qui nous permet justement de pouvoir, qu'il y a quand même une certaine valeur scientifique néanmoins. Chez Bernard, on voit qu'il y a quand même beaucoup de convergence ici avec, disons, ces deux canons là, du théomécanisme et chez Lotze du néo-criticisme. Bernard vraiment s'entend très bien avec Lotze, très compatible. Le quatrième point, ici, on voit qu'il y a une sorte de retour à Kant en 1968 sur la question de la réduction du développement. Et ça, en fait, j'avais un peu expliqué ça à trait, donc c'est pour vous donner un topo sur cette question-là. Maintenant, je voudrais aujourd'hui creuser une question particulière et justement voir d'où proviendrait, d'une certaine manière, le kantisme de Bernard. Et une des sources que j'ai trouvées qui est assez féconde, c'est Paul Janet. Donc, Paul Janet, philosophe français, qui occupera la chaire de philosophie à la Sorbonne à partir de 1864. Il est un grand contributeur de la revue des Deux Mondes, tout comme Bernard d'ailleurs. Sa lecture de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale sera déterminante. Il écrit une sorte de grande recension élogieuse en 1866 dans la revue des Deux Mondes, intitulée La méthode expérimentale et la physiologie. Et il verra chez Bernard l'opportunité de renouveler le spiritualisme sur des bases scientifiques. Il va dire par la suite, l'intérêt d'un tel livre est dans ce sentiment précis et vivant de la réalité qui ne se rencontrera jamais dans les traités de pure logique. Sans une connaissance exacte et précise des sciences, la théorie des méthodes se perdra toujours en vagues et arides généralités. Et il rajoutera, Bernard y établit avec surcroît de preuves tout à fait décisive que la méthode expérimentale, qui a produit de si beaux résultats dans la physique et dans la chimie, est également applicable à la physiologie. Donc, Janet endossera par le fait même la critique bernardienne du vitalisme, de même que sa doctrine du déterminisme telle que formulée dans l'introduction. On va dire par la suite, le logicien n'est pas le seul qui trouvera à s'instruire dans le livre de M. Claude Bernard. Le métaphysicien rencontrera également matière à de sérieuses réflexions. Ce n'est pas que l'auteur prétende en aucune façon à la métaphysique. Au contraire, il sépare la science positive de la philosophie avec autant de rigueur que pourrait le faire le positiviste le plus déclaré. Cependant,
quelque séparations que l'on établisse entre la métaphysique et la science, dans l'intérêt de l'une ou de l'autre, il est impossible que les vues du savant n'aient quelque influence sur celle du métaphysicien, tout en séparant. Donc, je disais que oui, c'est ça, donc Janet, donc il disait, donc tout en séparant les deux domaines, il faut encore se demander s'ils peuvent s'entendre et se concilier. Donc, il notera ici la conformité du déterminisme avec l'idée de raison suffisante de Leibniz, ou encore si le savant occupe le champ du phénomène, le métaphysicien interroge le noumen, l'être au-delà du phénomène, et ce qui le rend possible. Ah mince. Tu n'as plus accès. Ah, c'est bon. Ben là, ça part. Sans qu'il me manque une. Ah. Comment tu as essaye la suivante pour moi. Je suis un peu confus. Ah, ouais, il manque. Bon. C'est peut-être moi qui. Ouais, mais si jamais on peut sauter une slide, ça ne fait pas de différence. OK. Bon, je vais vous la lire quand même. Donc, il dit donc, quant à la réduction possible et ultérieure de tous les phénomènes vitaux aux phénomènes physico-chimiques, je me contenterai de rappeler que, suivant M. Claude Bernard, les forces physiques et chimiques ne sont que des conditions des phénomènes vitaux, mais qu'elles ne constituent pas essentiellement la vie qui est liée à des conditions mécaniques sans le réduire à un pur mécanisme. Et donc, il cite Bernard. Donc, il cite le Bernard, ce qui est essentiellement du domaine de la vie, ce qui n'appartient ni à la chimie, ni à la physique, ni à rien d'autre chose, c'est l'idée directrice de l'évolution vitale. Dans tout germe vivant, il y a une idée créatrice qui se développe et se manifeste par l'organisation. Pendant toute sa durée, l'être vivant reste sous influence de cette même force vitale créatrice et la mort arrive lorsqu'elle ne peut plus se réaliser. Cette remarquable page, nous dit Janet, où l'auteur développe à sa façon le principe que les philosophes appellent principe des causes finales, prouve qu'il y a dans les êtres vivants au moins une force initiale qui ne se réduit pas aux forces physiques et chimiques, et rien jusqu'ici ne porte à croire qu'elle ne s'y réduira jamais. Et donc, Janet établit un lien direct entre le concept d'idée créatrice chez Bernard et le concept métaphysique de cause finale. À cet égard, Janet publie en 1873, toujours dans la revue des Deux Mondes, un article intitulé « Le problème des causes finales et la physiologie contemporaine, l'industrie de l'homme et l'industrie de la nature ». Donc, l'article est essentiellement une analyse comparative de la théorie de Bernard et celle de Charles Robin dans l'appropriation des parties organiques à des actes déterminés. Donc, dans cet article, Janet défend contre Robin l'analogie mécanique de Bernard, celle de la machine vivante. Et Bernard y apparaît aux côtés de Kant et de Johannes Müller. Donc, ainsi, pour qu'il soit permis de dire, avec M. Claude Bernard, qu'une idée directrice et créatrice préside à l'organisme, et avec Müller et Kant, que le tout commande et conditionne les parties, il n'est point nécessaire que cette idée créatrice soit dessinée à l'avance aux yeux sensibles dans le noyau primitif de l'être futur. Donc, Janet, à ce moment-là, reprend le même argument que Klotze sur l'absence d'antinomie entre le jugement théologique et la rationalité mécanique. Les savants sont en général trop portés à confondre la théorie de la cause finale avec l'hypothèse d'une force occulte agissant sans moyens physiques comme un deus ex machina. Ces deux hypothèses, loin de se réduire l'une à l'autre, se contredisent formellement, car celui qui dit but dit en même temps moyen et par conséquent cause apte à produire tel effet. Découvrir cette cause, ce n'est nullement détruire l'idée du but, c'est au contraire mettre au jour la condition sine qua non de la production du but. D'une certaine manière, Bernard dit un peu la même chose.
Donc, pour illustrer cette thèse, il empruntera à Bernard l'exemple du fait que le suc gastrique ne dissolve pas l'estomac lui-même, alors qu'il est précisément de même nature que les aliments dont il se nourrit. Donc, ce n'est pas en vertu d'un veto moral appliqué par une force vitale qui épargnerait l'estomac, mais d'un vernis inattaquable à l'action du suc gastrique dont l'estomac est tapissé. Un tel enduit n'affaiblit aucunement le principe de finalité consolidé par l'harmonie fonctionnelle qu'il dégage, bien qu'il mette à mal l'omnipotence de la force vitale. Donc, toute cette appropriation philosophique de la théorie bernardienne nous serait d'un bien faible intérêt si cette relation n'était pas réciproque. En effet, Bernard était lui-même un contributeur important de la revue des Deux Mondes, comme je le disais, et on imagine un des lecteurs réguliers de Paul Janet. On peut supposer aussi qu'il ait apprécié l'endossement philosophique de ses réflexions par Janet, et Bernard lui rend définitivement la pareille dans ses leçons de 1878, d'abord dans la 8e leçon consacrée à la morphologie, où il aborde la question de la finalité physiologique. Donc, il cite 2 fois l'ouvrage de Janet, Les causes finales, de 1876, et une fois le compte-rendu d'Elle-Marie Carreau du même ouvrage. En lisant attentivement cette leçon, on se rend compte qu'un contenu important et presque intégral de la critique de la faculté de juger a été polonisé jusque dans les leçons de Bernard, transportées par les réflexions aériennes de Janet. Au paragraphe 63 de la critique de la faculté de juger, Kant distingue la finalité en tant qu'utilité et la finalité interne de l'être naturel. Les fleuves offrent de nombreux bienfaits aux hommes, mais peut-on considérer qu'il s'agit d'une fin de la nature pour cela? La mer primitive, en se retirant des pays du Nord, a laissé un sol sablonneux grandement profitable aux pins, qui ont formé de vastes forêts que l'homme a utilisées à son profit en les déboisant. La mer s'est-elle retirée à cette fin? Le sol sablonneux était-il donc une fin relative à laquelle le retrait de la mer était un moyen? L'herbe sur la terre, se demande Kant, est-elle une fin de la nature parce qu'elle est utile au bétail qui broute? La réponse de Kant, la finalité objective qui se fonde sur la convenance ou l'utilité n'est pas une finalité objective des choses en elles-mêmes, comme si le sable en tant que tel ne pouvait être compris comme l'effet de sa cause. La mer, sans supposer une fin à cette dernière et sans regarder l'effet, je veux dire le sable, comme une œuvre d'art. C'est une finalité simplement relative et contingente pour la chose à laquelle on attribue. Et bien que parmi les exemples cités, les espèces d'herbes doivent, considérées en tant que telles, être conçues comme des produits organisés de la nature et par conséquent comme faites avec art, on les regarde cependant comme une simple matière brute par rapport aux animaux qui s'en nourrissent. Donc, par cet argument, Kant rompt, nous dit Philippe Hillman, avec l'idée d'une économie de la nature, caractéristique de l'école linnéenne, selon laquelle chaque organisme et chaque espèce contribue au bien-être du tout naturel par le bon accomplissement de sa fonction propre. 5 minutes? OK, ça devrait aller. Donc, si fin naturelle il y a, son critère, il est épigénétique. Seuls les tout qui s'auto-organisent par et pour leur partie et pour le tout doivent être jugés comme des fins naturelles. Il y a donc de la finalité dans la nature, mais elle est seulement attribuable à l'unité théologique de l'organisme et lui est strictement interne. Donc, dans l'ouvrage de Janet, Les causes finales, de 1876, Janet n'est pas exempt de toute critique envers cette position kantienne. Il rappelle d'abord que, et je cite, la finalité interne est inséparable en réalité de la finalité externe, car l'être organisé ne se suffit pas lui-même, il n'existe que par le milieu dans lequel il vit. La nature aurait donc fait quelque chose d'absurde si en préparant une organisation, elle n'avait pas en même temps préparé au dehors les moyens nécessaires à cette organisation pour subsister. Comment dire que la nature a fait l'herbivore pour se nourrir d'herbe
sans admettre que la même nature a fait l'herbe pour être mangée par les herbivores. Certes, Janet conçoit que le fait de servir de la nourriture au bétail ne fait pas partie de l'essence du brin d'herbe, que c'est accidentel, car il peut accomplir effectivement sa destinée sans cela, mais comme cet accident fait partie de la finalité interne d'un autre être, alors il devient néanmoins une fin de la nature. Bref, la finalité externe est la réciproque de la finalité interne pour Janet. Donc, selon Janet, la recherche des causes finales appartient donc à ce type d'exercice philosophique ou métaphysique, mais la finalité naturelle est constatée aussi par le physiologiste. Bernard nous dit donc dans les leçons, M. Janet reconnaît lui-même à la conscience le droit de s'interdire toute recherche que celle qui ramène des effets à leurs conditions ou causes prochaines. Sans doute, ces causes physiques ou conditions ne suffisent pas à nous rendre compte des phénomènes, il l'admet, mais elles suffisent à nous en rendre maîtres. Que si l'on veut se rendre compte de la cause première de cette préordonnance vitale, on sort de la science, nous dit Bernard. Donc, il va dire aussi que c'est affaire de sentiment, de juger qu'il y ait là une intention intelligente et prévoyante, comme le veulent les finalistes. Et lorsqu'il dit ça, il pense précisément à Janet. La cause finale est la conséquence de la cause première, nous dit Bernard. Elles se confondent l'une et l'autre dans un acte inaccessible lointain et restent donc inaccessibles à notre connaissance. Et là, je voudrais terminer avec la reprise de Bernard, de la critique de Janet à Kant, mais finalement, Bernard finit par prendre le parti de Kant contre Janet dans les leçons. Donc, il va dire, mais en limitant ainsi la finalité dans le domaine métaphysique pour satisfaire aux exigences de la pensée, il faut encore n'en point faire abus. On peut, dans cet ordre d'idées, admettre comme physiologiste philosophe une sorte de finalité particulière de téléologie intra-organique. Le groupement des phénomènes vitaux en fonction est l'expression de cette pensée. On retrouve ici le principe régulateur kantien. Dans l'enceinte de l'individu vivant seulement, il y a des lois absolues prédéterminées, là seulement où on peut voir une intention qui s'exécute. Par exemple, le tube digestif de l'herbivore est fait pour digérer les principes alimentaires qui se rencontrent dans les plantes. Mais les plantes ne sont pas faites pour lui. Il n'y a qu'une nécessité pour la vie, nécessité qui sera obéie, c'est qu'ils se nourrissent. Le reste est contingent, comme disait Kant. En résumé, les lois de la finalité particulière sont rigoureuses et les lois de la finalité générale sont contingentes. Donc, Bernard était très conscient qu'il s'agissait ici de la thèse kantienne parce qu'il avait lu la critique de Janet. Donc, Bernard se range donc aux côtés de Kant, clairement. Il défend à la fois le caractère régulateur du jugement théologique en tant que pensée qui regroupe les phénomènes vitaux en fonction, en tant que loi rationnelle de l'esprit, qui veut dire à la page 338, et la réfutation de la finalité relative comme étant objectivement fondée, intentionnelle. Donc, l'idée directrice ne serait pas tant la cause finale, comme le prétendait Janet, mais ce principe régulateur qui renvoie à des lois, certes morphologiques, là, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en conclusion, si Bernard converge avec Kant sur ces questions, comme sur tant d'autres, c'est que les principes de la critique kantienne servent le programme d'une physiologie expérimentale qui trace son espace de savoir à l'abri des dogmes matérialistes, réductionnistes, finalistes, vitalistes et tous les autres istres. Donc, finalement, est-ce que Bernard était théomécaniste? Certainement pas dans le sens fort, bien entendu dans le sens inclusif, et tout indique qu'on peut le considérer comme un théomécaniste néocritique. Voilà. Merci beaucoup, Ghislain. À ce personnage, j'ai plein de questions, mais aux autres collègues.
ou éventuellement on connecte par Zoom. Donc, oui, Juste, Janet, dans la philosophie française du 19e siècle, c'est un des pires. C'est un des pires philosophes. Il légitime à lui seul tout le programme de ma collègue Antoine Mahut sur le spiritualisme ami des scientifiques. Parce que, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les liens entre Janet et Bernard, qui sont des liens qui sont proprement de répartition du travail intellectuel et de division du travail intellectuel. La revue de 65, dans la revue des Deux Mondes, Janet, il n'a jamais été tellement content de tomber sur quelqu'un comme Bernard. Parce qu'en fait, il est en train d'expliquer très clairement qu'il y a quelqu'un qui accepte de faire le travail mécaniste et qui laisse le supplément d'âme à la métaphysique. Et la métaphysique, c'est un terrain dans lequel nous allons prendre, ça c'est les foutaises du spiritualisme. C'est la façon dont le spiritualisme se construit, son identité positiviste ou positive, sans disant, regardez, nous, on va essayer de construire une nouvelle base de factualité dans la zone qui est délimitée à l'extérieur parce que la physiologie donne. Là, c'est vraiment intéressant la manière dont tu utilises Bernard. Puis Bernard, il est très, très content là, dans les analyses qu'il fait. Parce qu'il se dit, super, j'ai trouvé mon sparring partner, c'est-à-dire le philosophe qui jamais va aller rogner dans les coins pour m'expliquer que ça, c'est pas un concept, c'est un concept avec lequel je devrais faire attention. C'est-à-dire que là, on a parfaitement en fait, un enracinement très, très fort de ce qui explique qu'en France, il y a eu un écrasement de la philosophie des sciences comme discipline à l'interface de la science et de la philosophie, une répartition du travail où on en a fini par regarder personne comme le meilleur interprète de la science moderne. Alors, on dit oui, il est intelligent, mais c'est pas exactement comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut. Grosso modo, ma question, c'est est-ce qu'il faut prendre les déclarations de. C'est une question très naïve. Est-ce qu'il faut prendre les déclarations de Janet et de Bernard juste comme ça, comme des déclarations purement factuelles, conceptuelles, ou est-ce qu'il n'y a pas un jeu derrière? Ce ne sont pas des déclarations scientifiques, elles sont produites dans des textes très particuliers. Donc, c'est quoi le statut de ces textes-là? Les textes de Janet Les textes de Janet et le texte de Bernard que tu as cité dans les leçons. Là. Ouais. En fait, moi, pourquoi je me suis intéressé à Janet, c'est que je me demandais finalement d'où provenait le contenu kantien chez Bernard. Donc, c'est ça mon interrogation. Et puis, finalement, j'ai vraiment trouvé quelque chose. C'est-à-dire que il me semble qu'effectivement, Janet a joué un pont direct entre la troisième critique et Bernard. Et donc, par rapport à, disons, l'amitié philosophique ou théorique entre les deux, en même temps, je ne suis pas si sûr parce que Bernard finit par réfuter Janet sur un nombre de questions. Il ne dit pas finalement, tu as ton domaine et j'ai mon domaine. Tu dis non, en fait, même sur la question de la finalité, il faut revenir à Kant et puis tu es allé trop loin dans ton œuvre. En tant que physiologiste philosophe. En tant que physiologiste philosophe, oui, c'est ça. C'est ça. Mais il a quand même cité 2 fois dans les leçons, plus le compte-rendu fait par Caro. Donc, il y a considération. Je pense qu'il l'a lu avec attention. Il s'est penché sur ces questions-là. Et puis, en même temps, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis par rapport au rôle d'une forme de spiritualisme éclairé, c'est que l'idéalisme critique en Allemagne joue un peu un rôle semblable. C'est-à-dire qu'on disait, mais finalement, oui, on peut continuer à faire de la science réductionniste, mécaniste, plus ou moins, là, faire de la science un peu comme les sciences physico-chimiques, et néanmoins ne pas être matérialiste. Ne pas se mettre du côté de la religion ou anti-chrétien, etc. On peut préserver cela. L'idéalisme nous donne ça et Tchertchev, en fait, dans une de ses conférences, va exactement dans ce sens-là. Et ils vont s'opposer au monisme desquels et toute cette tendance un peu anti-religieuse. Et j'ai l'impression que donc il y a des parallèles à faire ici. Et donc peut-être des esprits, des formes utilitaires de tous ces systèmes-là, justement, qu'on voit qu'il y a, c'est pas juste en Allemagne, finalement, qu'il y a une sorte
le criticisme. Laurent et ensuite François. Merci pour cette part. Est-ce que, enfin, que les référents, je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette interprétation, mais il y a avant l'introduction et après l'introduction. Parce que si on regarde. Chez Jeannette. Non, chez Claude Bernard, Okay. Par rapport à Kant. Si on regarde le petit cahier philosophique, où est-ce qu'il va chercher Kant dans un bouquin très général qui est la tragédie d'histoire de la philosophie de Tenman. Bon, ce qui montre d'ailleurs quand même déjà chez Claude Bernard, il y a un tropisme institutionnel. Il va plutôt vers les références qui sont labellisées universités. Hein. Il se méfie un peu de. Mais donc il va chercher Tenman, le traducteur et tout, et on voit que là, Kant ne maîtrise absolument pas, il n'écoute rien. Bon, et après, avec l'introduction, il est reconnu par l'institution philosophique. C'est ça qui se passe avec Janet, ça se passe avec Ravesson aussi. Ravesson, c'est la philo générale, c'est très bien, il a plein d'enseignements à retirer. Et je pense qu'il y a quand même ce facteur chez Claude Bernard, on parle de collègue en collègue, très institutionnalisé, etc. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Mais effectivement, vous êtes d'accord qu'il apprend des choses en lisant Janet, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il les connaissait avant l'introduction. J'ai l'impression qu'il y a un changement dans son univers philosophique à partir de l'introduction. Peut-être dans ses relations. Et c'est de la connaissance de deuxième voire troisième degré. C'est pas de la connaissance. Alors, tu utilisais, c'est ma question, tu disais les relations d'amitié entre Janet et Claude Bernard. Non, c'est moi qui n'ai pas compris. Non, c'est-à-dire, personnellement, j'en sais rien. Personnellement, j'en sais rien, mais disons une certaine connivence de pensée sur différents points. Ah non, vas-y. Moi, ce qu'il y a là-dedans, c'est que c'est une époque, ces années 70, c'est une époque qui est extrêmement tiraillée. Bon, il y a d'un côté les gens qui sont pro-métaphysique et qui veulent essayer de récupérer la science de leur côté. Et en fait, tout ça, c'est des jeux j'allais dire, de pouvoir, mais c'est un peu ça. Bon, c'est qui prend la parole. Bon, et à cette époque, bon, ça date depuis beaucoup plus longtemps. Ça date de Vachereau, lorsqu'il a fait le texte qui s'appelle « La métaphysique et son avenir ». Bon, et à ce moment-là, tous les gens qui étaient vaguement spiritualistes et tout, se sentaient obligés de se donner une sorte de façade pro-scientifique. Tout ça pourquoi? Parce que la science, elle était prise de l'autre côté par ces infâmes positivistes qui disaient que la métaphysique était morte, etc. Bon, et les gens se battent là-dessus. Et donc, le problème, c'est de récupérer des alliés. Enfin, je vais faire la tour, mais c'est à la limite de ça. Mais c'est ça l'enjeu. À cette époque, c'est qui je vais prendre comme allié. Alors, les spiritualistes s'emparent de Claude Bernard parce que c'est un homme bien en vue, etc. Il y a Janet, mais il y a Caro. Bon, Caro récupère ça. Puis après, vous avez les positivistes qui attaquent Janet et Caro, j'en parlerai demain. Bon, mais c'est vraiment qu'une affaire de qui prend la parole, qui va parler pourquoi. Et c'est depuis 1860. C'est Vachereau qui lance l'affaire. Hein, c'est la métaphysique et son avenir qui lance l'affaire. Et il y a tout un tas d'enjeux là-dessus. Et franchement, il y a fort à parier que Bernard ne connaît que Kant ne connaît de Kant que par les manuels. Bon, il sait vraiment pas, il n'a pas regardé de près, pas plus qu'il n'a lu de Kant. J'en suis aux trois quarts sûr qu'il n'a lu de Kant que les deux premières leçons. Bon. Et ça, j'en suis sûre. Et donc, il a autre chose à faire, c'est pas son truc. Bon, simplement, il est dans un jeu
de pouvoir et chacun récupère un allié. Alors les positivistes vont chercher leur allié et ils attaquent Caro, ils attaquent Janet, etc. Qui dit ah oui, mais nous quand même on fait place à la science, mais il faut se dire qu'il y a une place pour la métaphysique. C'est simplement ça, c'est une affaire de lutte pour le territoire. Et moi je crois vraiment que c'est ça. Il y a quand même un tropisme conservateur, traditionnel chez idéologique. Il y a un tropisme conservateur, c'est certain. Mais je pense que vraiment, c'est une lutte qui je vais pouvoir avoir comme allié. Et Bernard est un homme qu'on a envie d'avoir pour allié. Enfin, il a tout ce qu'il faut, il est bien placé, il est dans une place institutionnelle. Enfin, il faut tenir compte de ça. François, tu avais une question? Oui, non, je voulais dire qu'il y a une autre filière que tu as évoquée d'ailleurs, qui est Johannes Peter Müller. Ouais. Pour une certaine connaissance de cas, fort indirecte d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais il est incontestable qu'il a lu Müller. Ouais. Il a lu Müller dans l'édition Jourdan, paru en 1851, avec une préface d'Épivitry d'ailleurs. Mais les prolégomènes du Handbuch der Physiologie des Menschen de Müller, ça, et c'est très sympathique à une forme de télémécanisme. Oui, ben, c'est ça. Mais en fait, tu disais, il y a un après, avant l'introduction, mais en fait, dans les cahiers, il y a vraiment des passages assez substantiels où il reprend vraiment cette idée d'un raisonnement analogique derrière le jugement théologique, à quel point c'est important pour notre conception fonctionnelle de l'organisme. Et peut-être que justement, ça provient en partie de Müller et de l'introduction à son manuel. Ouais, c'est ça. Donc, il y a sûrement un peu de Kant quand même avant l'introduction, j'en suis convaincu. Ben, du moins, c'est ce que témoignent les cahiers. Non, mais inconsciemment à la limite. Mais, Est-ce qu'on a besoin de Kant pour établir des convergences? Parce que le fait que Claude Bernard élabore une physiologie comme science autonome par rapport aux sciences physico-chimiques, ça suffit, je trouve, à honorer ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est conscient au sens néocritique, sans même à la limite qu'il ait lu Kant, quoi que ce soit, sans même qu'on soit obligé de passer par Muller, par Janet, etc. Je pense que l'explication sociologique va bien pour Janet. Et c'est vrai qu'il a une façon d'amalgamer, il reprend ce vieux philosophe du cause final. Enfin, voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appliquer à Claude Bernard, qui est beaucoup plus, me semble-t-il, même si c'est un institutionnel, beaucoup plus nominatif, beaucoup plus autonome, beaucoup plus. Il ose largement mettre le pied dans le plat. Je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire un procès de ce genre, comme on peut le faire à Paul Janet, où on voit bien qu'il récupère, il cherche effectivement à ramasser le spiritualisme derrière cette histoire-là. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour le Bernard. Et le dernier slide que tu nous montre qu'il se démarque complètement de Claude Janet sous ce rapport. L'idée que justement il y ait des causes finales qui continuent d'agir parallèlement et dans le même temps que les causes matérielles, ça lui va pas du tout. Il faut mettre ça à l'origine, etc. Alors que chez Janet, il y a cette idée d'un parallélisme qui ne convient absolument pas, me semble-t-il, si j'ai bien. Non, mais à la fin, dans la 8e leçon, il traite comme un philosophe comme d'autres, en fait. Il dit, il y a des finalistes, il y a des positivistes, il y a tous les istes, quoi. Janet a beaucoup plus besoin de Claude Bernard que Claude Bernard. Oui, absolument. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais je pense, en fait, qu'il a senti dans la 8e leçon qu'il devait aborder la question de la finalité en physiologie, et il l'a fait en bonne partie à partir de Janet dans les leçons. Il l'a fait à partir de cela, mais il l'a critiqué, en fait. Donc, il a fait un tournant un peu kantien, justement. Mais mon objectif ici, c'était aussi de voir, justement, comment on pouvait comparer l'inauguration d'une physiologie chez Bernard à partir du déterminisme et, justement, cette tradition thélomécaniste qu'avait identifié le noir et donc tenter de voir, finalement, de quelle manière ça pouvait s'inscrire. La physiologie bernardienne comme un programme télémécaniste. Oui, alors moi je ne suis pas spécialiste de Claude Bernard, mais ce qui me surprend, c'est que pour Kant,
derrière sa vision scientifique, on voit bien une question, par exemple, que les premiers hommes peuvent devenir, ils ont en eux des formes possibles qui vont sexualisées au milieu. Hein. Mais ils ne sont pas ni noirs, ni blancs, ni rouges, ni jaunes au départ, mais le milieu africain fait que la partie, parce qu'il y a le germe noir, voilà. Mais à l'époque de ce que je comprends bien, comme je parle de Claude Bernard, c'est qu'il y a quand même plusieurs dizaines de décennies de réflexion sur l'évolution des espèces, hein, que ce soit de type archaïque. Ben si, Darwin, 1859, et là, c'est absolument, il ne répond pas du tout à ça, ça n'existe pas, parce que le transformisme répond à ça. Voilà. Mais en fait, c'est quand même relié, disons, à une certaine forme de théomécanisme. Parce que, justement, Darwin menace justement cette primauté de l'organisation. Du moins, dans la perspective là, des théomécanismes de l'époque, donc de Fonbert et autres. Donc, c'est finalement mettre la contingence à l'origine de l'organisation et non la finalité. Et à ce niveau-là, Bernard, s'il n'est pas anti-darwinien, du moins, il considère que c'est un peu de la métaphysique. Que le darwinisme, c'est de la métaphysique. Que ce n'est pas une théorie scientifique. Mais ça, c'est un autre. Une petite question. J'ai plein de questions et plein de remarques. La thèse de Rawlinson dans son article de 73, c'est que Kant, c'est utile pour comprendre Claude Bernard. Ouais. Donc, il n'y a pas de lien génétique entre la philosophie de Kant et l'épistémologie de Claude Bernard. Ouais. En fait, toi, tu vas un peu plus loin. Ouais. Tu penses que quand même, via notamment Janet et peut-être Müller, Ouais. il y aurait un dialogue possible et donc éventuellement une influence. Une polonisation médiée. par voie aérienne. Voilà, c'est ce que tu veux dire. D'accord. Donc tu vas plus loin que Rawlinson Ouais, un peu, ouais. de manière assumée. Ouais. Je pense que j'ai quand même fait la démonstration probante qu'il y a quand même, je veux dire, donc de la critique à Janet aux leçons, et on reprend exactement les mêmes exemples, l'herbe, le broutage, finalité contingente, il y a quand même, je veux dire, vraiment... Et en conclusion, je me permets de finir de poser ma question. 78. En conclusion, tu parles de convergence et du coup, c'est plus la même optique interprétative en fait si tu parles de convergence, tu vois. Avec le néocriticisme, pas avec Kant. Ah, d'accord, pas avec Kant. Pas avec Kant dans la troisième critique, parce que ce serait la thèse forte, disons. Donc la thèse forte, je l'ai évacuée, mais disons avec cette approche néocritique telle que se développe à partir des années 1840, à ce niveau-là, ça permet justement de dire, oui, on a quand même des différences, mais il y a quand même, donc il y a des différences, il y a aussi beaucoup de points de convergence, et il y a un principe, disons, qui est commun à cette approche, c'est que l'organisation, c'est le point de départ indépassable et justement irréductible à toute expression mécanique. D'accord. En tout cas, moi, je trouve ça bien convaincant. Et